Le premier qui va prendre la parole ce soir, c'est une rude tâche après Caroline Phillips. C'est vous, Romain Lajarge. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'École nationale d'architecture à Grenoble. L'architecture, ça mène à tout, et notamment à traiter de ces questions. Quand on parle architecture, on parle aussi architecture administrative, c'est ça qu'il faut entendre? Oui, si vous voulez. Oui. Enfin, bon. On parle de territoire dans les écoles d'architecture. Votre passion, c'est la recomposition des territoires, la métropolisation, et on va le voir, vos connaissances vous ont amené, vous en particulier, à Grenoble, mais aussi dans le secteur d'Annecy, la Haute-Savoie, où il se passe plein de choses intéressantes, et il y en a certains ici dans la salle qui le savent, peut-être pas d'autres. Vous avez la parole, et ensuite, s'il faut, on interagit. Allez. Merci beaucoup, merci Madame Phillips de nous dire spécialiste de quelque chose. En fait, on n'est pas certain en tant qu'universitaire d'être spécialiste que d'un tout petit truc insignifiant, et d'ailleurs il nous faut déjà une demi-heure pour vous expliquer de quoi on est vraiment spécialiste. Comme on n'a que 10 minutes, acceptons ce compliment, mais en fait il est en partie faux. Je voudrais juste aborder avec vous dans les 10 minutes, qui vont bien sûr déborder un tout petit peu, par principe, 3 points. Un point sur cette réforme territoriale, pour essayer de vous donner un point de vue. Nous, on y travaille de notre place, et seulement de notre place, c'est-à-dire très très près du terrain autant qu'on le peut, et pour vous dire en gros peut-être une différence d'analyse avec ce que l'on dit habituellement. Donc le cadre. Deuxièmement, j'aimerais pouvoir aborder avec vous des crispations qui fait qu'on a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer dans cette réforme territoriale, et du coup, peut-être qu'on aurait moyen de mieux comprendre si on décortiquait un peu mieux ces grands problèmes sociaux qui s'imposent aux réformes territoriales. Et troisième chose, quelques grandes tendances. Ça, c'est une commande, parce que quand on vient ici, c'est après une discussion avec les gens qui nous demandent de venir parler. Et s'ils nous demandent de dire des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, en général, on ne vient pas. Donc, j'étais d'accord pour cette commande d'aborder 3 tendances lourdes et de vous donner un point de vue de scientifique contradictoire avec ce que habituellement on croit être ces tendances lourdes. Et qui, bien sûr, qualifiera, à mon avis, de près ce qui est en train de se passer dans le Pays basque, et ce qui, de mon point de vue aussi, devrait logiquement fabriquer un agenda pour le Conseil de développement. Premièrement, le cadre. Nous n'avons pas vécu une troisième décentralisation, comme parfois les commentateurs le disent. Non, ce n'est pas une décentralisation qui s'est passée, c'est une réforme territoriale. Moi, j'aime bien la qualifier de réforme territoriale à ciel ouvert. C'est-à-dire c'est une décapotable qui roule vite, on prend le vent, on ne sait pas vraiment où on va. C'est un peu une espèce de folie qui est en train de se passer. 2012, 2013, 2014, 2015 et toutes les applications en 2016, un train de réforme qui ne dit pas exactement son nom et qui ne dit pas précisément où il veut aller. Mais il dit des choses très intéressantes. Alors, il le dit, c'est une espèce de métalangage, parce que le législateur, quand on regarde bien précisément ses lois et les lois qu'il nous offre, il est un peu perdu, le législateur. Il ne sait pas trop quoi faire avec cet objet bizarroïde et hybride qui s'appelle le territoire. C'est plus que la décentralisation et c'est moins que le fédéralisme, donc il ne sait pas très bien quoi en faire. Et les lois montrent d'énormes pans blancs libres pour agir. Donc ça, c'est très intéressant, alors que la décentralisation corsetait un petit peu les collectivités territoriales. Les élus locaux, dans ce train-là, ont fait un boulot absolument extraordinaire. Ce n'est pas de la flatterie. Ils avaient une mission, très rapidement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Alors avec des cris, des larmes et effectivement des fois du sang, mais globalement, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, notamment la réforme intercommunale, les examinateurs de cette chose-là ont toujours dit « mais non, c'est impossible, on ne peut pas la forcer ». Eh bien si, en 2 étapes, on a refabriqué une carte intercommunale et voilà, elle est faite. Donc les élus ont fait leur job. Les fonctionnaires territoriaux sont absolument extraordinaires. On leur fait changer de référentiel tous les 4 matins, eh bien ils changent leur métier et ils changent leur manière d'agir. Donc en gros, on a des réformes qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre, et tout le monde suit. Donc c'est assez extraordinaire qu'il n'y ait finalement pas plus de bazar que ça dans la réforme territoriale. Et enfin, il y a un quatrième volet, c'est qu'il y a une société civile qui a été convoquée depuis longtemps. On dit souvent que c'est la loi Voynet et Pasqua puis Voynet qui ont acté ce principe-là, mais c'est plus vieux que ça. Et il se trouve que cette société civile qui a accompagné tous ces mouvements-là, l'a accompagné de manière extrêmement hétéroclite. Certains très proches du politique, d'autres très loin, d'autres très inventifs, et d'autres désolants de banalité. Donc, cette société civile, elle est là. Mais elle n'a pas encore dit ce que, de notre point de vue, on peut dire être l'attendu de ce que la société civile devrait dire au monde de la territoriale. Alors maintenant, le cadre, c'est effectivement de grossir. L'attendu, c'est de grossir. Donc le XXL, c'est pour moi un terme qui est très emblématique de ce qui se passe, mais qui est en partie un peu faux. Enfin, en tout cas, il nous trompe un peu. Parce que le XXL, pour moi, c'est une appellation de
de ce que l'on décrit, vous savez, chez les adolescents qui grandissent trop vite d'un coup. Hein, les pieds trop vite, trop rapides, ou le corps, ou les bras. Ouais. Donc on prend du XXL, c'est de la démesure, le XXL. Et je trouve que votre appellation XXL, enfin je crois savoir que c'est ici que ça s'est exprimé en premier, qualifie ça de manière assez intéressante et assez, elle est rigolote. De mon point de vue, c'est assez rigolo. Pourquoi? Parce que le législateur, notamment dans la loi MAPTAM, il ne s'en est pas rendu compte, mais il a formulé un problème. Le problème des territoires qui ne veulent pas grandir. C'est le syndrome Peter Pan. Vous connaissez le syndrome Peter Pan? Peter, c'est pôle d'équilibre territoriaux et ruraux. Et Pan, c'est promotion et affirmation des métropoles. Oui, le législateur a écrit « Nous souffrons d'un syndrome de Peter Pan, les territoires ne veulent pas grandir ». Ben non, ils grossissent, mais ils ne grandissent pas. Et ça, c'est un truc très intéressant, de mon point de vue, qui est en train de se passer. Alors, c'est quoi la question? C'est quoi la question? La réforme territoriale pose quoi comme question? Ce n'est pas la question de comment on fait avec les compétences déléguées. Parce qu'on sait très bien en France que la décentralisation est imparfaite. On n'a jamais délégué complètement une compétence. L'État a toujours déconcentré en même temps qu'il décentralisait. Et donc, quelle que soit la manière dont on décentralise, dont on redistribue les compétences, de toute façon, les collectivités territoriales savent. Elles savent prendre les compétences et les mettre en œuvre. Donc l'objectif, ce n'est pas de ramasser les ordures ménagères, de distribuer de l'eau potable, ça. On sait faire. Et on sait le faire depuis longtemps. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec cette nouvelle étape de la réforme territoriale? Donc de mon point de vue, il y a 4 grands enjeux. Donc c'est-à-dire 4 manières de dire à quoi ça sert de faire une grande réforme territoriale, sinon on pourrait continuer le tralala et le train classique de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Premier grand enjeu, les citoyens doivent saisir la complexité et ne pas en avoir peur. La complexité, c'est indépassable. Notre monde est complexe et il le sera de plus en plus, et il n'y a pas d'horizon autre que celui de la complexité. Donc on espère qu'avec la territorialisation, avec le territoire, on va pouvoir faire mieux comprendre à des citoyens que le complexe n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est le compliqué, mais pas le complexe. Deuxième grand enjeu, c'est que les transformations sociales n'ont jamais subi une telle accélération. Donc ça veut dire qu'il nous faut absolument des instances capables de s'adapter aux transformations sociales. Et la principale de nos transformations sociales, c'est ce petit engin qui occupe une partie de nos poches, de nos esprits et de nos enfants. Troisième grand enjeu, le politique est en crise, la politique est en crise. La différence entre les deux, c'est effectivement on peut faire du politique sans être élu. Et donc l'enjeu, c'est effectivement de réformer l'un par l'autre. Et ça, c'est un énorme enjeu, parce que si les territoires y arrivent, ça servira de leçon à pas mal d'autres instances nationales et supranationales. Quatrième grand enjeu, nous avons des gros problèmes de qualité de vie. On a peur de plein de choses en matière de qualité de vie. Et donc, il nous faut absolument, grâce au territoire, reprendre cette question qui a été abandonnée dans les années 70 avec l'appellation cadre de vie, en pensant que les gens vivaient de mieux en mieux, et simplement de mieux en mieux, parce que c'était le progrès humain. Non, ce n'est pas comme ça que c'est en train de se passer. Il y a effectivement un besoin de reprendre cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'offrent les territoires? Eh bien, de la capacité à éduquer, connaître, reconnaître, s'identifier à ce que l'on connaît, et là, à mon avis, le Pays Basque, c'est vraiment un cas exemplaire en France, assurer et réassurer les gens. Le territoire, ça doit produire de la confiance, hein, notamment parce que le proche devrait être considéré comme accessible. Troisièmement, ça doit redistribuer la parole. La parole est confisquée par plein d'instances, et pas que les instances élues, hein, les instances médiatiques notamment. Donc, on attend que la parole soit redistribuée grâce à du territorial. Et enfin, il faut fabriquer un peu plus d'habitabilité. Être capable de vivre les uns avec les autres. Vous avez vu, je fais gaffe à ne pas dire trop vivre ensemble. Ça peut être vivre côte à côte, mais c'est quelque chose qui relève de co-construire. Alors moi, j'aime bien le mot co-construction parce que j'entends cocon, moi. Hein. Un truc relativement confortable et bien habitable. Voilà, donc vous êtes, en tant qu'institution hybride au Pays Basque, je trouve très emblématique de ce qui est en train de se travailler sur ces 4 registres. C'est la raison pour laquelle c'est très plaisant d'être parmi vous ce soir et de venir aussi vous écouter, voire de réagir, peut-être même de poser des questions, on nous a dit, hétéroclites ou bizarroïdes, ou voire même contradictoires. Crispation. Alors moi, j'en vois que 2, mais elles sont énormes. Nous sommes dans un temps de peur, et de peur croissante. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, l'actualité mondiale, européenne et nationale montre qu'il y a une peur énorme, informulée et d'ailleurs sans mots, de la relégation économique et de la relégation sociale. Une grande partie de la population a peur de perdre quelque chose qu'il a. Donc c'est très important parce que les quelques fois où on a vu ça dans l'histoire humaine, ça a précédé des grands mouvements historiques.
Donc on sait qu'on est à peu près dans ce temps-là. Deuxième chose, on a une peur incroyable et irrationnelle de la violence du monde, qui n'est pas ailleurs et à l'autre bout du monde. Le terrorisme manifeste cela de manière majeure, de la violence à nos portes, qui est le monde est à nos portes, et ça se manifeste par la violence. Et troisième chose, on voit bien qu'il y a une peur de l'altérité, de l'autre, de l'étranger et des formes de diversité qui autrefois constituaient en gros le pacte social. Et ces peurs, elles s'expriment. Avant, elles étaient latentes, maintenant, elles s'expriment, et elles s'expriment nettement. Et il y a une deuxième, à mon avis, grande crispation, qui fait que le territoire doit ne pas faire l'autruche et saisir ces aspects-là, parce que sinon, il va être à côté de la plaque. Toutes les dimensions territoriales doivent se saisir, de mon point de vue, de ces aspects-là. C'est ce que Pierre Rosanvallon, et je ne citerai qu'un seul auteur pour ce soir, mais qui est pour moi un auteur vraiment incontournable, qui est en plus très agréable à lire et qu'il faut lire, Pierre Rosanvallon, qui définit les différentes formes de défiance vis-à-vis du politique, et qui dit les démocraties peuvent être négatives, et les démocraties peuvent perdre, elles sont périssables, elles peuvent disparaître. Et donc, on est dans un grand enjeu de réimaginer, être capable d'imaginer à nouveau, par l'aspect territorial, des réponses à ces peurs et à ces défiances. Alors, trois tendances qui, de mon point de vue, sont effectivement au travail actuellement et qui sont finalement la preuve qu'on a besoin du territoire, parce que les territoires produisent des inflexions dans la manière dont on pense et dont on peut agir sur ces trois grandes tendances. Et qui, là aussi, pas de peau pour vous, ou tant mieux pour moi, ça caractérise très bien le Pays basque, j'ai l'impression, et donc il me semble qu'on va en entendre parler ce soir. Premièrement, l'opposition urbain-rural, qui est un vrai problème pour la plupart des gens qui s'occupent d'aménagement du territoire, mais c'est fini. De mon point de vue, c'est un problème qui est terminé, qui est derrière nous. Il y a de la campagne partout dans les villes et il y a de la ville partout dans les campagnes. Partout. On fait des enquêtes pour en trouver des endroits, des petites poches où il n'y a ni l'un ni l'autre, enfin l'un sans l'autre, et on est obligé d'envoyer des étudiants perdus des mois et des mois pour qu'ils en retrouvent, et encore les enquêtes, c'est pas sûr. Donc non, c'est bon, ça s'est mixé. Ça ne veut pas dire que ces catégories n'existent plus, ça veut dire qu'elles se sont emmêlées les unes avec les autres. On est tous des campagnards et des urbains, on a tous envie de l'un et de l'autre, et on a fabriqué dans nos modes de vie, dans notre cocon habitable, les deux, y compris en plein centre de Paris. Alors, deux tendances pour ça. L'urbanisation est un phénomène majeur de l'histoire humaine jusqu'au milieu du XXe siècle, depuis, donc on va dire en gros, depuis les années 50, et c'est très net à partir de l'année 2000, dans toutes les grandes métropoles du monde occidental, nous avons vécu un système, un principe de dédensification. Donc quand on vous dit l'urbain s'étend, vous pouvez dire non, c'est faux. C'est en partie faux. L'urbain s'étend mais se dédensifie. Donc c'est un autre phénomène que celui qu'on a vécu pendant un siècle avant. Un autre phénomène. Et ça, nous n'en avons pas la représentation. Quand on regarde la télévision, on a l'impression que l'urbain continue à croître. Non, l'urbain décroît et les campagnes se repeuplent d'une certaine manière comme elles ne l'ont jamais fait. Donc il y a de nouvelles ruralités partout. Deuxième grande tendance, et j'arrive à ma 11e minute. Je vois. Vous êtes sur surveillance, oui. Ouais, je sens la pression comme ça. La question des échelles spatiales. Alors là, j'espère que je ne vais pas être désagréable vis-à-vis de vous, mais grandir, ça ne veut pas dire grossir, et XXL, c'est-à-dire toujours plus grand, ce n'est pas forcément la bonne solution. Ce n'est pas toujours forcément la bonne solution. Alors évidemment, le législateur veut du grand, avec un système un peu bébête. Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de parlementaires dans la salle. Ça fait déjà 2 fois que j'ai du mal des législateurs, alors que ce sont nos représentants. On ne devrait pas dire du mal de nos législateurs, mais ils ont fait un petit calcul rapide, pas très sérieux, reconnaissons-le, en disant quand on grandit, on économise de l'argent public. Non, c'est faux, en fait. Maintenant, on sait, c'est faux. On fait autre chose. Ça a des vertus, mais on n'économise pas d'argent public. Donc, en gros, on a pensé l'aménagement du territoire jusqu'à il n'y a pas très longtemps avec un schéma. En fait, c'est pas grave de penser avec des schémas simples. Celui-ci, il était très simple. C'était l'espace euclidien et les poupées russes. Encore des métaphores enfantines. Ben non, désolé, mais l'espace n'est plus euclidien. En tout cas, l'espace politique, de mon point de vue, n'est plus euclidien. C'est-à-dire, en gros, c'est pas la peine de faire des pavages côte à côte. Tout est emmêlé. Les réseaux sont les uns dans les autres. Donc il y a du Pays basque bien ailleurs du périmètre que vous avez fabriqué, bien ailleurs, et il y a bien sûr autre chose qui est à l'intérieur de votre périmètre. Voilà, c'est tout simplement ça que je veux dire. Et le département n'est pas plus fort parce qu'il est plus haut ou plus large ou plus grand ou qu'il a plus d'habitants. Non, de mon point de vue, c'est pas ça qui se joue. On est dans l'ère de l'extraterritorialité. Excusez-moi, je balance des gros mots exprès pour que vous disiez « Oh là, universitaire ». L'extraterritorialité, c'est un concept extraordinaire. C'est en gros des instances
qui disent « moi je suis compétent pour faire quelque chose, là, parce que j'ai été élu, parce qu'il y a de l'argent public, j'ai levé l'impôt, je sais faire ça ici, mais ce que je sais faire ici, je peux le faire ailleurs ». Juste un tout petit exemple, mais qui marche très bien. Les parcs naturels régionaux vont baliser les randonnées, les chemins de randonnée de toutes les métropoles de France, parce que les parcs naturels régionaux sont aux portes des métropoles. Puis peut-être qu'un jour, vous aurez un parc naturel régional pas très loin de vos villes, alors qu'elles ne sont pas dans les villes, mais elles savent faire. Les équipes des parcs savent faire, donc laissons faire. L'extraterritorialité est déjà en marche dans la société civile. Depuis longtemps, il serait temps que la société politique la reconnaisse. Voilà. Dernier élément de tendance lourde et donc d'inflexion, c'est-à-dire de l'intérêt du territorial pour prendre en compte ces grandes inflexions, c'est le rapport entre individu et collectif. Voilà. Pour moi, je terminerai vraiment là-dessus en disant on a considéré que le territorial, c'était du collectif. On l'a fabriqué avec la certitude que les individus faisaient ce qu'ils voulaient. Donc les trajectoires résidentielles, les trajectoires économiques, les trajectoires entrepreneuriales sont devenues des trajectoires économiques, des trajectoires individuelles. Or, le territoire est un des derniers remparts à fabriquer du collectif, à croire au collectif et à reconstituer du collectif. Et ça, si ce n'est pas la société civile qui le fait, à côté, voire même des fois en contradiction avec la société politique, qui le fera? Qui le fera? Donc effectivement, c'est un des grands enjeux des conseils de développement, et notamment, pour ne pas vous cacher, ce que je suis en train d'observer à Annecy est extrêmement intéressant. Ça ne ressemble pas à ce que vous vivez, parce qu'ils ont fait une grosse fusion intercommunale à partir d'une grosse fusion communale. Donc c'est la plus grosse fusion communale, et ils ont dit on change d'échelle, donc tout le monde change d'échelle. Et ils ont emporté l'adhésion politique en faisant ça. Mais maintenant, ils savent qu'il va falloir reconstituer des collectifs donc, pour pouvoir donner du sens à tout ceci. Vous êtes quasiment dans le sens inverse. Tout ce que j'ai lu avant de venir ici, je vois du sens partout. Le Pays Basque a produit du sens. C'est stupéfiant, et notamment ce que le Conseil de développement a impulsé, et qu'ensuite, après, alors je ne sais pas si c'est ensuite ou avec, c'est pas très très clair, mais ça, Alice le dira mieux que moi, avec les élus. Donc en gros, je terminais là-dessus, les institutions fortes de demain ne seront pas les grandes institutions, ne seront pas nécessairement les grandes institutions, ça peut, elles peuvent l'être, mais ce seront les institutions qui auront été capables de construire de l'agilité, de la malléabilité, de l'inventivité avec d'autres que les représentants politiques. Ça veut dire qu'ils vont devoir, les instances politiques qui vont gérer ces grands ensembles, vont devoir se préoccuper surtout de se connecter et se rendre connectables pour pouvoir effectivement attraper ces sociétés civiles qui fabriqueront du collectif. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bravo. Vous n'avez pas parlé des corps intermédiaires. Un mot juste sur les corps intermédiaires. On sait tous à quoi ça correspond, les corps intermédiaires. Oui, on a considéré que la nation française s'était constituée dans ces grandes institutions en s'appuyant sur les corps intermédiaires, les syndicats, les grandes associations qui ont finalement dit ce qu'était le besoin de la société civile, et on a fabriqué du politique parce qu'on était connecté à la société civile par ces instances qui marchaient bien. Voilà, c'est le corps intermédiaire qui a assuré l'expression de la société civile jusqu'à présent, c'est ça que vous nous dites. Et ça... En tout cas, elles exprimaient assez bien, suffisamment bien pour que l'ensemble des instances arrivaient à adapter les dispositifs existants afin de répondre. Et ça va voler un éclat. Et ça s'est fragilisé. Ça s'est fragilisé pour plein de raisons différentes, mais là, il faut une autre soirée. Oui, non, on va prendre des détails, mais c'est intéressant de le savoir. Voilà. Et donc, les conseils de développement sont parfois considérés comme des espèces de corps intermédiaires autoconstruits, avec du coup les faiblesses de ces corps intermédiaires qui ont du mal à s'adapter, et les forces de pouvoir inventer ce qu'elles veulent. Donc, et vous dites le Conseil de développement a un avenir parce que justement, ce n'est pas tout à fait un corps intermédiaire. Ce n'est pas le Conseil de développement en tant que formule, Oui. C'est ce qui s'invente par l'intermédiaire des gens qui ont envie d'inventer et de bousculer et de pousser un peu les murs. Très bien. Merci Romain Lajarge. Vous restez avec nous, vous prenez cette place. Tout à l'heure, on va donner la place au public pour voir si on réagit à vos propos.